Ravie de vous accueillir pour cet atelier, ce webinaire, ce retour d'expérience des cités éducatives sur le thème du renouvellement urbain. Je suis Suzy Chevet, chef de projet cité éducative à l'Agence nationale de cohésion des territoires, et je vais avoir le plaisir d'animer les échanges pendant ce webinaire. Au programme de celui-ci, je vais conserver la parole quelques minutes en début de séance afin d'introduire le réseau renouvellement urbain et éducation des cités éducatives, avec ma collègue Alice Collet, chargée de mission cohésion sociale et gestion urbaine à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Et après la présentation de ce réseau, nous laisserons la parole à 2 témoignages. Tout d'abord celui de Madame Fleur-Émile, chef de projet transport et mobilité à la direction politique de la ville à l'ANCT également, qui a participé notamment au lancement des projets des cités éducatives de Chanteloup-les-Vignes et Orly. Puis je céderai la parole à Monsieur David Mathéos Escobar, chargé de mission chez Cité Ressources, le centre de ressources politiques de la ville de la région PACA, et également professeur à l'École nationale d'architecture de Marseille, qui nous parlera de certaines des cités éducatives du sud de la France. Vous pouvez poser vos questions via le chat au fur et à mesure. Ma collègue Céline Caron, qui est en charge de la modération, va se charger de nous les relayer. Et puis nous prendrons quelques instants pour répondre après chaque intervention. Donc, je vous propose maintenant de commencer la séance. Donc, je vais garder encore un petit peu la parole. Donc, le réseau éducation et renouvellement urbain, qu'est-ce que c'est au sein des cités éducatives? Donc, ce réseau, il vise à fédérer et à accompagner la réflexion des acteurs locaux et nationaux de l'éducation et du renouvellement urbain qui sont impliqués dans la démarche des cités éducatives et dans le nouveau programme de renouvellement urbain. C'est ce qu'on appelle l'un des groupes pilotes thématiques des cités éducatives. Il y a plusieurs autres groupes pilotes qui se tiennent en même temps également des retours d'expérience sur la santé, la petite enfance. Et donc nous en avons un notamment sur le renouvellement urbain. La création de ce réseau, elle résulte de la volonté de 3 partenaires, c'est donc l'ANRU, l'ANCT, mais également la Direction générale de l'enseignement scolaire, la DGESCO, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui voilà est vraiment nos partenaires privilégiés. La volonté de ces partenaires, donc, c'est de capitaliser sur les expériences aux échelles locales et nationales et de poursuivre les échanges avec les territoires en intégrant donc la mise en place du programme national des cités éducatives. Ce réseau, en fait, ces travaux s'inscrivent dans la continuité, ça c'est très important, des travaux qui ont été initiés avec le rapport d'Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois et actuel président de l'ANRU, donc dans son rapport, et également dans le cahier pratique École et renouvellement urbain, qui a été publié par l'ANRU en 2018 avec donc l'ex-CGET, qui est maintenant l'ANCT, et la DGESCO. Donc on est vraiment dans le prolongement de ces travaux, qu'on pourra vous mettre à disposition également dans le chat. Donc qui sont les membres de ce réseau éducation et renouvellement urbain, hormis donc l'ANCT, l'ANRU et la DGESCO? Ce sont les pilotes nationaux des cités éducatives et également les acteurs des territoires en renouvellement urbain, donc qui sont inscrits dans ce programme. Donc c'est à la fois les copilotes des cités éducatives en collectivité, mais également au sein des préfectures, des services d'académie, les équipes projets donc de renouvellement urbain au sein des collectivités ou des directions départementales des territoires, etc. On a également, et ça c'est très important, d'autres personnalités qualifiées ou observateurs qui sont associés aux travaux de ce réseau. Ce réseau aujourd'hui, il réunit 32 cités éducatives déjà, qui sont réparties sur tout le territoire, y compris en Outre-mer. Et voilà, et je n'irai pas plus loin, je vais laisser la place à Alice Collet. Merci Suzy, bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, ce qu'on voudrait vous proposer, c'est une réflexion maintenant sur les objets de travail de ce réseau. Qu'est-ce qu'on a eu envie, nous, les copilotes ANRU, ANCT, DGESCO, de travailler avec vous. On souhaite travailler sur 4 thématiques dans le cadre de ce réseau éducation et renouvellement urbain. La question d'abord de la mixité sociale et scolaire, les mixités sociales et scolaires. La question de la prospective démographique, urbaine, habitat, peuplement et scolaire. Autre question, la question de la programmation et de la conception d'un équipement scolaire et éducatif dans un quartier en renouvellement urbain. Et 4e thématique, la question du pilotage. Comment est-ce qu'on pilote une stratégie scolaire et éducative dans un projet de renouvellement urbain? Ce qui est important de partager avec vous, c'est de vous dire que ce choix des 4 thématiques, il s'est imposé à nous finalement de manière assez progressive. Il résulte vraiment de l'échange qu'on a eu nous au sein de l'ANRU avec les territoires en renouvellement urbain. On a effectivement identifié ces 4 sujets comme des dimensions clés pour la réussite des stratégies éducatives dans les projets de renouvellement urbain.
Ces thématiques, on les a proposées aux copilotes nationaux du réseau, la NCT, la DGESCO, qui nous ont confirmé effectivement leur intérêt pour ces sujets. Et ces thématiques, nous les avons proposées aux 32 membres aux 32 territoires des cités éducatives en renouvellement urbain qui se sont manifestés pour participer à nos côtés au réseau et qui nous ont effectivement confirmé leur intérêt pour travailler sur ces questions. Donc c'est vraiment quelque chose, on pense, des thématiques assez structurantes pour les questions scolaires et éducatives dans les quartiers en renouvellement urbain. Alors la question, si on les prend le temps de les présenter progressivement, la question d'abord des mixités sociales et scolaires. D'où vient-elle cette question? Le constat, c'est que les quartiers dans lesquels se déploient les projets de renouvellement urbain, vous le savez, sont caractérisés par une faible mixité sociale, une forte concentration de ménages fragiles socio-économiquement. Cette situation étant liée à un processus long de ségrégation socio-spatiale extrêmement puissant, lié à l'histoire du peuplement de ces quartiers, aux caractéristiques du parc de logement et aux choix résidentiels des ménages. Cette situation a des effets délétères en matière d'intégration, de cohésion sociale locale et nationale, de stigmatisation, de réussite éducative et professionnelle. Et c'est évidemment cette question de ségrégation socio-spatiale, une question forte sur laquelle la politique de la ville et les projets de renouvellement urbain cherchent à agir. D'autant que la faible mixité sociale a une conséquence sur la faible mixité sociale à l'école, qui est renforcée, aggravée par des phénomènes d'évitement. Donc la mixité sociale, c'est une visée de la politique de la ville et de renouvellement urbain depuis le premier programme national de renouvellement urbain, renforcé avec le NPNRU, qui cherche à agir sur la stratégie habitat des quartiers, avec une stratégie en faveur des attributions, des réflexions plus larges sur le relogement et la mobilité résidentielle. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de mixité sociale et scolaire? C'est un des objets de l'objectif de travail sur ces questions, la question de l'objectivation des causes, l'objectivation de l'ampleur de la ségrégation scolaire. Comment et à quel moment, à quelles conditions, avec quels leviers on peut favoriser la mixité sociale à l'école et au collège dans les territoires en renouvellement urbain pour améliorer la diversité de leur fréquentation? C'est une des questions également que l'on souhaite partager avec les territoires engagés dans le cadre de ce réseau. Comment on intervient compte tenu de potentiels de mixité très différents d'un quartier à l'autre? On sait qu'on a des quartiers qui sont présents au sein d'un environnement porteur de mixité, d'autres au sein d'un environnement beaucoup plus ségrégué, donc on a des potentiels différents. Qu'est-ce qu'on peut attendre et comment est-ce que l'on travaille dans le cadre des projets de renouvellement urbain du travail sur l'offre d'habitat? Qu'est-ce qu'on peut attendre des opérations de diversification de l'habitat, des stratégies d'attribution portées par les projets de renouvellement urbain sur la mixité scolaire? À quelles conditions est-ce que le travail sur la stratégie habitat peut développer, favoriser une mixité scolaire? Comment est-ce qu'on peut travailler aussi concomitamment à la refonte de la carte scolaire pour élargir l'aire de recrutement des établissements? Comment est-ce qu'on peut travailler éventuellement sur les transports de manière concomitante? Au-delà de la mixité sociale du quartier aussi, qui est permise, qui est visée dans le cadre des opérations habitat, comment est-ce qu'on peut chercher à favoriser l'attractivité des établissements scolaires en travaillant sur leur offre scolaire et éducative, en travaillant sur leur relocalisation, sur le bâti, sur le développement de filières d'excellence, sur le climat scolaire qui, bien sûr, contribue à la qualité et à l'attractivité de l'offre éducative. Et enfin, comment est-ce que plus largement, on travaille sur le vivre ensemble dans l'établissement et au-delà pour contribuer à renforcer cette mixité scolaire et contribuer aussi à la mixité sociale. Donc ça, c'est un objet, une thématique de travail du réseau. Deuxième sujet, la question de la prospective démographique, habitat, peuplement et scolaire. Le constat que l'on a pu faire, nous, à l'ANRU, c'est bien sûr que les projets de renouvellement urbain se déploient dans des contextes démographiques différents qui ont des effets sur la démographie des quartiers via les opérations habitat que l'on soutient. Ces évolutions ont des impacts sur la démographie scolaire et doivent être anticipées au mieux par la communauté éducative. Or, on se rend compte que les deux filières, éducative, renouvellement urbain, ne se parlent pas nécessairement, ne se parlent pas tout au long du déploiement de ces projets et qu'on a d'un côté des actions, enfin des données très structurantes à très large échelle sur la prospective démographique
mais qui intègre peu les questions de prospective habitat et qui est peu intégré à la mise en œuvre des actions d'intervention sur l'habitat. Du coup, la question que l'on souhaite poser avec vous, c'est comment est-ce qu'on articule les dynamiques démographiques et les stratégies habitat-peuplement aux politiques scolaires et éducatives dans les quartiers en renouvellement urbain? Comment on aide les porteurs de projets de renouvellement urbain à anticiper l'impact des dynamiques démographiques, des programmations habitat? Euh, Comment est-ce qu'on adapte la prospective scolaire dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain qui va faire évoluer la démographie et l'occupation sociale du quartier? Avec quelles méthodes est-ce qu'on peut travailler? Avec quels outils on peut travailler à partir de ce qui existe déjà dans la programmation de projets urbains, dans les AC, programmation d'équipements communaux, etc. Et comment est-ce qu'on peut traiter la question scolaire dans les territoires soit en forte déprise, soit en fort accroissement démographique? Dans les territoires en forte déprise, par exemple, quelles options on a entre fermeture, relocalisation d'établissements ou affectation transitoire? Dans les territoires en accroissement, comment on peut mieux estimer les besoins scolaires liés à l'accroissement naturel et la programmation habitat d'un projet de renouvellement urbain? Comment est-ce qu'on gère aussi, enfin, la période transitoire de chantier, où on voit que les établissements scolaires sont concernés par une baisse ponctuelle du nombre d'élèves liée aux démolitions des logements à proximité, liée au transfert provisoire de classes pendant les périodes de travaux qui impactent très fortement le fonctionnement des établissements. Donc ça, c'était la deuxième thématique de travail du réseau. La troisième, la question pour nous de la programmation et de la conception d'un équipement scolaire et éducatif dans un quartier en renouvellement urbain. Cette thématique résulte du constat que le bâti, les études du CNESCO nous le montrent, mais aussi l'expérience quotidienne, bien sûr, de la communauté éducative nous le disent. Le bâti scolaire, c'est une dimension essentielle de l'attractivité d'un équipement scolaire et éducatif, essentiel de son attractivité, mais aussi essentiel parce qu'il a des effets majeurs sur l'apprentissage des élèves, sur le confort pédagogique des enseignants et sur toutes les potentialités pédagogiques qui peuvent être déployées. À ce titre, le cahier École et renouvellement urbain que l'on a publié faisait état d'un certain nombre de recommandations ou de points de vigilance pour la programmation et conception d'un équipement scolaire ce qui concerne sa vocation, hein, l'importance de réfléchir préalablement au projet éducatif et au projet pédagogique avant de concevoir le projet architectural. Donc, pour mettre le projet architectural au service de la vocation de l'établissement et pas l'inverse. Ce que l'on recommandait aussi, c'est d'associer la communauté éducative, les usagers futurs de l'équipement à la programmation et à la conception. Ça nous semble essentiel que l'ensemble des utilisateurs, des usagers futurs, les élèves, la communauté enseignante, les parents d'élèves, l'ensemble des personnels techniques et administratifs qui travaillent au sein d'un équipement scolaire puissent avoir une place dans la réflexion sur la programmation et la conception. Et puis, on voit un certain nombre de points de vigilance, de recommandations en ce qui concerne le dimensionnement et la localisation de l'établissement, la localisation ayant bien sûr un impact essentiel sur sa fréquentation, du coup sur la mixité qui peut y être déployée, le dimensionnement ayant un impact très fort sur le climat scolaire notamment, d'autres objets aussi d'importance sur lesquels il faut avoir une certaine vigilance concernent le traitement des abords, le lien de l'établissement au quartier, et puis en interne au sein de l'établissement, la prise en compte des différents temps des élèves, des enseignants, des intervenants au sein de l'établissement, ce qui nécessite d'être anticipé dans la programmation, dans la conception des lieux. Ce que l'on souhaiterait faire dans le cadre de ce réseau, c'est poursuivre avec vous cette question sur euh, quels sont les enjeux urbains, éducatifs, sociaux, sanitaires, économiques que l'on doit intégrer dans la définition, dans la programmation, dans la conception d'un équipement scolaire éducatif, quels sont les moyens pour y parvenir, quelle est la vocation d'un établissement scolaire aujourd'hui dans un quartier en renouvellement urbain, y a-t-il des besoins spécifiques, des points de vigilance particulier par rapport à d'autres établissements scolaires en dehors des QPV. Comment est-ce qu'on fait pour organiser ce lien nécessaire entre projet pédagogique, projet de fonctionnement, programmation et projet architectural de l'établissement? Comment est-ce qu'on travaille le programme à partir des besoins spécifiques du territoire, des élèves, de la communauté éducative, sans s'enfermer dans des programmes types, mais en s'appuyant sur eux, hein, et comment est-ce que l'on répond aux objectifs et à ce que l'on attend d'une école
avant de faire un équipement scolaire et comment est-ce que l'on pense le cadre bâti en fonction, encore une fois, des besoins de l'ensemble des utilisateurs. Comment est-ce qu'on s'appuie sur l'usager? Comment est-ce qu'on réfléchit son parcours d'usager, puisque l'on pense l'école comme un lieu uniquement de destination. Quatrième thématique de travail, c'est la question du pilotage d'une stratégie scolaire éducative dans un projet de renouvellement urbain, à partir effectivement du constat de la grande diversité d'acteurs à mobiliser dans une cité éducative, dans une stratégie scolaire éducative dans un projet de renouvellement urbain. On a souhaité poser la question du pilotage qui nous semble essentiel compte tenu de la portée politique et sociale du sujet, de la nécessité de porter le projet dans la durée et de l'étendue des champs concernés. Ça nous semble, cette question, être un enjeu essentiel pour la capitalisation, pour le suivi et l'évaluation des projets de renouvellement urbain. Ce que l'on souhaite partager avec vous, c'est la question de quels acteurs associés pour le pilotage stratégique et opérationnel des enjeux scolaires et éducatifs dans un projet de renouvellement urbain. Quels sont les enjeux spécifiques sur les questions scolaires et éducatives en premier cycle au collège? Quelle incidence pour le partenariat? Comment est-ce que l'on travaille avec l'ensemble de la communauté éducative? Comment est-ce qu'on fait pour donner une place aux parents, pour renforcer l'implication des parents, donc de l'ensemble des habitants, des jeunes dans le projet en cours et à venir? Et enfin, quel suivi on peut mettre en place pour piloter une stratégie scolaire éducative dans un projet de renouvellement urbain? À partir de quels dispositifs, quels indicateurs de suivi on travaille? Voilà, Suzy, pour la présentation de ces 4 thématiques de travail du réseau. Merci beaucoup, Alice. Alors, après ce que c'est que le réseau et ses thématiques, maintenant, comment il fonctionne et quel est son programme de travail? Sur le fonctionnement de ce réseau, comme je disais, il est piloté par l'ANCT, l'ANRU et la DGESCO. Donc, il y a des référents au sein de chacune de ces institutions. Ensuite, l'animation du réseau, elle est accompagnée par un groupement d'experts et de chercheurs. Elle a été confiée donc à ce groupement qui réunit à la fois des généralistes du renouvellement urbain, des politiques éducatives locales et du développement social urbain, des spécialistes de la programmation urbaine et architecturale, des chercheurs en géographie et en sociologie d'éducation et des inégalités socio-scolaires dans les territoires en éducation prioritaire. Donc, comme vous voyez, ça couvre une très large palette de sujets. On a cherché vraiment à alimenter ce réseau, à la fois dans son volet renouvellement urbain et dans son volet éducation, de façon à pouvoir vraiment avoir des experts de ces sujets et que les échanges soient fructueux. Techniquement, le groupement, alors je vais quand même, voilà, c'est le cabinet Adeus, le cabinet CPO Les Mètres Carrés Heureux et un collectif de chercheurs qui est coordonné par l'Université d'Aix-Marseille. Ils travaillent donc ce groupement en étroite collaboration ensuite, avec les territoires qui sont impliqués dans le réseau et avec les partenaires nationaux que j'évoquais avant. Alice, peut-être si tu veux dire quelques mots sur le programme de travail de ce réseau, comment sont organisées les séances d'échange? Oui, merci. Puisqu'effectivement, on a 2 ans pour travailler, donc ça c'est intéressant. Le réseau s'inscrit dans un temps long. Sur le premier semestre 2021, on a pu mettre à plat les contextes, les sujets de préoccupation des territoires, puisqu'à partir des 32 candidats au réseau éducation et renouvellement urbain, on a pris connaissance des contextes locaux, des projets, de leurs questionnements, de leurs ambitions, et on a sollicité un certain nombre de données, de contextes concernant les quartiers, les projets de renouvellement urbain, les établissements, pour affiner notre connaissance des différents territoires. À partir d'avril et jusqu'à la fin juin, on a mis en place 4 séances des ateliers de capitalisation, donc autour des 4 thématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque chaque thématique va être travaillée dans le cadre d'ateliers de capitalisation, dans le cadre de 3 à 4 séances pour chaque thématique. Chaque séance de capitalisation réunit une majorité d'acteurs locaux, des représentants de l'ANRU, de la NCT et de la DGESCO. L'intérêt pour nous, c'est vraiment de croiser les regards entre
acteurs nationaux et acteurs locaux, professionnels de l'éducation, professionnels du renouvellement urbain, de nourrir le dialogue entre les uns et les autres, puisqu'on est convaincu que c'est dans le croisement de ces regards que les thématiques que l'on souhaite travailler pourront être enrichies et de manière féconde. L'ensemble des ateliers est éclairé par les apports des chercheurs qui sont des discutants et qui nous permettent de décentrer un petit peu les regards, ce qui nous semble encore une fois essentiel vu la complexité et l'intérêt des sujets et des enjeux que l'on porte. Donc, on a pu en avril et en mai dernier initier les premiers échanges autour de la question de la mixité et de la question de la prospective, donc qui sont avérés être des séances très riches. Donc l'atelier sur la mixité, on a eu le témoignage de l'Académie de Paris, le retour d'expérience d'Angers-Loire Métropole. Il nous a présenté la façon dont ils essayaient de travailler la question de la mixité à la faveur du projet de renouvellement urbain, donc par l'intervention notamment d'opérations de diversification, d'une réflexion sur la carte scolaire et d'une réflexion sur la cité éducative. Lors de l'atelier sur la question de la prospective, nous avons eu le témoignage de l'ADEPE qui nous a parlé, donc la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère, qui nous a présenté ce que signifiait la question de la prospective pour eux, et un témoignage très intéressant de l'Académie de Versailles qui nous a présenté la façon de faire de la prospective à l'échelle d'une académie et la question du lien avec les opérations d'habitat, la question du voilà, cette question a été reprise ensuite par le site de Vénitieux Saint-Fond qui nous a montré effectivement comment il travaillait, comment il était impacté dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain par les questions de prospective. Et il a pu nous souligner un certain nombre de questions à poursuivre et à travailler. Nous aurons en juin, donc dans le courant de ce mois, donc le 10 juin, le premier atelier autour des questions de programmation et conception d'un équipement scolaire éducatif. Donc avec le témoignage là aussi de sites en renouvellement urbain. Et puis, le 24 juin, nous initierons la première séance de l'atelier pilotage d'une stratégie scolaire éducative dans un projet de renouvellement urbain. Au-delà de ces séances d'ateliers, nous programmerons des temps forts et des travaux à destination des acteurs du renouvellement urbain et des cités éducatives. Et puis, à l'issue des 2 ans, ce que nous souhaitons faire, c'est une production collective qui puisse valoriser les enseignements des travaux du réseau dans un ouvrage de capitalisation à portée nationale qui soit un petit peu une sorte de tome 2 du cahier éducation et renouvellement urbain. Voilà, Suzy, pour le programme de travail du réseau au jour d'aujourd'hui, tel que nous l'avons programmé. Merci beaucoup, Alice. Donc voilà, comme vous voyez, c'est un programme assez dense qu'on a dans ce réseau renouvellement éducation urbain. Et puis, ce qui est vraiment formidable, c'est qu'on a beaucoup de cités éducatives. On a plus d'une trentaine, en fait, qui sont mobilisées. Donc, ça fait une ressource, on va dire, humaine et en termes de profil. C'est vraiment très intéressant. On a 2 questions dans le chat. Alors, première question, peut-on intégrer ce réseau? Est-il ouvert? Je suis professeure dans un collège en cité éducative. Alice, est-ce que tu veux une petite question comme tu veux? Je... Bon, est-ce que tu m'entends? Allô? Oui. Oui, tu m'entends bien, Alice? Pardon, excusez-moi. Je disais, donc on a un professeur qui nous demande s'il peut intégrer ce réseau et si celui-ci est ouvert. Donc sur le principe, le réseau, en fait, l'un des prérequis pour l'intégrer, c'est qu'en fait, on ait une coordination des acteurs locaux qui s'impliquent dedans, en fait. Alice, je te laisse bien sûr me corriger, mais voilà, ce qui est important, c'est que pour que les échanges en fait aient du sens, on a besoin que à la fois les pilotes de la cité éducative et les équipes des projets de renouvellement urbain sur chaque territoire en fait souhaitent intégrer ce réseau. Donc c'est là-dessus. Ensuite, sur les participations et l'écoute ensuite des échanges, une fois que la cité éducative et le projet de renouvellement urbain, on va dire attachés, ou le projet de renouvellement urbain, la cité éducative ont intégré le réseau, sur l'écoute, on va dire, des échanges, pour le coup, si je me trompe pas, c'est assez large. Mais par contre, c'est vrai que
il faut qu'il y ait un positionnement clair de la cité éducative et des équipes renouvellement urbain du territoire pour l'intégrer. Je ne suis pas trompée, Alice? Oui, oui, effectivement, Suzy, ce qu'on peut dire, c'est que le réseau, il cherche à mobiliser dans chaque territoire à la fois la troïka de la cité éducative, donc les partenaires de l'éducation, côté éducation nationale, côté préfecture, côté collectivité locale, et bien sûr aussi les partenaires du renouvellement urbain. Donc, alors le renouvellement urbain qui est porté par les collectivités avec en accompagnement les services de l'État, donc les DDT, direction départementale des territoires, qui sont aussi acteurs et membres du réseau de ce fait. Donc on a une petite particularité par rapport aux autres groupes pilotes, c'est que l'on élargit le tour de table finalement aux porteurs des projets de renouvellement urbain, donc qui sont les EPCI, agglomération, métropole, communauté d'agglo, et les DDTM, voilà, ce qui élargit le tour de table. Et bien sûr qu'on souhaite travailler avec, on a déjà donc 32 territoires à l'échelle nationale que l'on qui sont donc dans une dizaine de régions, à la fois des grandes métropoles, des communautés d'agglomération plus petites, mais effectivement, plus on élargira le réseau, plus on sera riche des expériences et des contextes de chacun. Et c'est important de rappeler qu'il y a vraiment, enfin voilà, des productions qui vont sortir de ce réseau et qui ont vocation, elles, en plus, pour le coup, à vraiment être partagées. Enfin voilà, pouvoir aussi offrir aux autres territoires des ressources et capitaliser sur ces sujets. Alors, il y a une deuxième question. Dans toutes ces cités éducatives, alors ça reprend en fait un peu la première, quelle place pour les enseignants existe-t-il des endroits où où l'intégration des enseignants dans le projet de renouvellement urbain fonctionne bien? Alors, je pense que ça va être assez intéressant pour le coup, peut-être sur ce sujet, d'écouter les témoignages suivants. Notamment, ça fait une bonne introduction comme ça pour Madame Fleur-Émile, que dans ce cas-là, je vais la laisser prendre la parole parce que ça va un petit peu recouper cette question. Donc, ce sera intéressant peut-être d'y revenir après. Fleur, je peux vous laisser? Je vais partager tout. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'ai suivi et je vais vous présenter deux projets éducatifs dans le Vous cadre entendez pas très bien, si vous pouvez vous rapprocher. On m'entend là, c'est bon? Ouais, super. D'accord. Donc je disais, j'ai pu suivre et accompagner deux projets de cité éducative sur le département du Val-de-Marne dans le cadre des nouveaux projets de renouvellement urbain. Et deux communes qui avaient été déjà dans le premier programme en rue et qui en ont tiré le diagnostic avant de se lancer sur cette partie innovation scolaire, innovation du bâti et des programmes pédagogiques. Donc ils sont partis du constat qui était alors j'attends la diapo suivante. Pardon. Le diapo. Alors, plusieurs constats, mais 4 constats qui ont permis de se fixer des axes stratégiques. Donc, comme le soulignait tout à l'heure Alice Collet, la ville d'Orly a eu la chance d'avoir la visite lors de la visite de Monsieur Klein, a fait partie des écoles qui ont été visitées, et Monsieur Klein a rencontré les équipes municipales, mais également les équipes de 4 écoles du premier degré qui sont sur le quartier Est, donc le PV Est de la ville d'Orly, et les services de l'État, et de discuter longuement avec eux. Et un des constats évidemment qui avait été fait sur ce PV, c'était que le niveau de qualification était extrêmement faible et un fort pourcentage de décrochage scolaire sur lequel il fallait travailler. Un deuxième constat qui était qu'au sein du secteur NPNRU, les équipements scolaires souffraient d'une mauvaise image du fait de locaux inadaptés et extrêmement vieillissants. Il faut savoir que les 4 écoles qui sont dans le réseau cité éducative et qui sont impactées par le projet de renouvellement urbain, ce sont des écoles qui datent des années 70 et dont certaines sont sur des préfabriqués voilà, qui durent et
qui n'ont plus vocation aussi à continuer à exister aujourd'hui. Un troisième constat, et pas des moindres, qui rejoint également les propos de Suzy et Alice Collet, qui sont que c'est un programme qui a c'est un quartier qui a eu un premier programme de renouvellement urbain avec une forte démolition, c'est-à-dire que plus de 500 logements ont été démolis et 25% de diversification ont été de logements en diversification ont été construits. Mais le constat est que la mixité sociale qui a eu lieu dans ces quartiers, dans certains secteurs de ce quartier-là, n'ont eu aucun impact, mais absolument aucun impact sur la mixité scolaire. C'est-à-dire que les nouveaux habitants ont fait de l'évitement scolaire et que rien n'a bougé dans ce domaine-là. Et enfin, un dernier constat qui est qu'il y a dans ces quartiers la présence de nombreux équipements socio-culturels, mais qu'ils sont souvent tous utilisés et qu'ils n'intègrent absolument pas un programme pédagogique et éducatif plus large. Donc, de ces différents constats, il y a eu tout un travail d'accompagnement aidé par un groupement composé d'un sociologue et d'un architecte, d'un sociologue, pour accompagner les différentes équipes, les différents usagers de ces groupes scolaires pour réfléchir un peu l'école de demain. Donc, ce sont des communes qui sont parties du principe que le projet de rénovation urbaine qui se présentait à eux permettrait à ces écoles sur lesquelles ils allaient intervenir de devenir des véritables laboratoires d'expérience et d'innovation. Donc, c'était vraiment de se saisir de ces deux dispositifs combinés qui étaient le renouvellement urbain quartier et le dispositif de cité éducative pour donner une autre dimension à ce qu'était le premier degré et le second degré scolaire dans ces quartiers-là. Donc, premier axe stratégique qui a été posé. Je veux bien qu'on passe la diapo suivante. Merci. Voilà. C'est de mobiliser pleinement les politiques publiques et les dispositifs éducatifs qui étaient déjà existants et à l'œuvre sur le territoire, mais souvent dispersés. Et c'est ce que permet la cité éducative, dans le sens où en fait, elle ne vient pas rajouter un nouveau dispositif, mais elle oblige les équipes à se poser et à faire une évaluation de ce qui existe déjà et de mettre de la cohérence et d'aider à répondre aux besoins réels sur un territoire donné. Donc, et c'est également donc autour d'un projet éducatif global, offrir des techniques, réfléchir à des techniques nouvelles d'enseignement qui puissent contribuer à renforcer l'attractivité et pour les familles, mais également pour les enseignants. C'est important également de pouvoir avoir des équipes enseignantes qui restent sur les lieux et qui se projettent sur du long terme. Un deuxième axe stratégique a été tiré suite aux réflexions, c'est que la qualité des équipements, elle est primordiale. Il faut que les élèves, lorsqu'ils vont à l'école, ils soient fiers de leur école et que l'école soit une réelle œuvre architecturale. On a eu la chance sur le Val-de-Marne d'avoir, lors du premier programme de renouvellement urbain, la ville de Villiers-sur-Marne qui a construit 4 écoles et chaque école est une vraie œuvre architecturale et quand on entend les enfants aller à l'école, et ben, ils sont très fiers de leur école et du bijou un peu architectural que c'est. Donc, travailler sur l'équipement scolaire, c'est important. Sur le bâti scolaire, c'est essentiel. Mais également, ça va aider, en plus des programmes pédagogiques innovants qui seront mis en place, à travailler sur l'évitement scolaire dont ces quartiers sont victimes et ces écoles sont victimes. Mais c'est également aller au-delà en travaillant sur l'inclusion scolaire. C'est sur Orly comme sur le projet de Créteil, à proximité, en fait, il y a des instituts médico-sociaux. Donc, comment on travaille avec ces instituts médico-sociaux et comment on pratique l'inclusion scolaire des élèves porteurs de handicap. L'idée, c'est également, en réfléchissant sur le bâti, c'est de travailler sur, on construit une nouvelle école ou on réhabilite de nouvelles écoles et on se projette sur les 20-30 prochaines années. Donc, comment on crée des espaces modulaires qui vont s'adapter à différentes politiques publiques qui vont venir dans les années à venir et comment on intègre les ressources de son environnement humain et naturel. Comment on essaie de faire des équipements sobres également en énergie
en étant innovant dans l'architecture et dans le bâti, dans la construction de l'équipement. Et un axe stratégique, un troisième axe stratégique également qui a été travaillé. Je vais laisser passer la diapo. Voilà, qui est de développer un projet éducatif global et dans une dynamique de réseau de l'ensemble des équipements. Je disais qu'un des constats, c'est que sur ces quartiers-là, il existe énormément d'équipements qui sont sous-utilisés. Donc, comment on arrive à créer du lien avec ces différents équipements que sont des centres socio-éducatifs et la médiathèque, par exemple, mais également comment on fait le lien de la petite enfance jusqu'au collège et au lycée, comment se crée ce lien. Donc, comment on va travailler pour que ces différents équipements soient mis vraiment et permettent de créer une dynamique beaucoup plus globale du projet éducatif qui sera mis en place. Et à travers différents axes, mais un axe transversal, et je vais m'arrêter un petit peu dessus, c'est vraiment comment on travaille tout l'accompagnement, c'est l'axe stratégique transversal, c'est accompagner la communauté éducative, la définition d'ambition éducative et construire avec les usagers des équipements. Donc comment ça s'est déroulé très tôt en fait, suite aux constats qui ont été faits, des ateliers ont été mis en place pour pouvoir toucher les différents professionnels et usagers des futurs établissements scolaires qui étaient impactés par le projet de rénovation urbaine, soit en nouvelle construction, une nouvelle construction d'école, soit dans le cadre de réhabilitation ou d'extension de groupes scolaires. Donc, des ateliers qui ont été mis en place et qui ont été au niveau, je disais, des professionnels, c'est-à-dire discussion avec les équipes éducatives, comment ils imaginaient l'école de demain un petit peu, comment et qui leur permettrait d'être le plus innovant possible dans leur programme pédagogique. Ça a été des ateliers qui ont été mis en place au niveau des enfants, des élèves également, de grandes sections et les classes de CM. Donc, c'était par exemple à partir de Lego, d'imaginer leur école, d'imaginer quels étaient les dysfonctionnements qu'ils pouvaient rencontrer dans l'école qu'ils pratiquaient aujourd'hui et quelle serait pour eux l'école rêvée en fait. Donc ça a été le travail qui a été fait donc avec les élèves. Et également avec les équipes d'animation et les enfants qui venaient sur le périscolaire et l'extrascolaire, puisque l'idée de ces établissements, c'est que derrière, ils puissent travailler sur le temps scolaire, ils puissent être ouverts sur le temps scolaire, mais également sur le temps périscolaire et extrascolaire. Et c'est là où il y a vraiment un travail de lien qui a été fait et qui se poursuit entre les différentes équipes qui vont parfois devoir utiliser les mêmes lieux, les mêmes locaux. Et comment on fait pour, dans un respect mutuel, pouvoir chacun trouver sa place au sein de cet établissement scolaire. Et puis également, ça a été tout le travail qui a été également fait avec les équipes des collectivités et des services de l'État sur comment on fait en sorte que le projet de rénovation urbaine prenne bien en compte la dimension scolaire et que la dimension scolaire soit bien prise en compte dans les projets de rénovation urbaine, tant dans le côté mixité sociale, mixité scolaire, donc ça passe par le peuplement, ça passe dans la diversification, quel type de produits habitat on souhaite voir émerger sur ces territoires. Et ça passe également par toute la partie environnementale, comment on fait en sorte qu'on ait des bâtis qui soient peu consommateurs en énergie, comment on fait que le bâti soit un moyen de faire de l'éco-citoyenneté auprès des élèves et des enfants. Enfin, voilà, c'est aussi tout ce travail d'accompagnement qui a été mené. Et également, un dernier point, c'est que tout ça ne pouvait pas se faire également sans remettre en question les actions qui avaient été menées dans le cadre du contrat de ville. Jusque-là, pour tout ce qui était dispositif éducatif, c'était de remettre à plat les dispositifs inscrits dans le contrat de ville, le travail qui était fait avec les associations et pouvoir redéfinir les besoins afin de retravailler sur les attentes et ce qui pouvait être mis en place à partir du moment où on avait ces deux dispositifs qui étaient à l'œuvre sur le territoire. Je repasse la Merci parole à beaucoup. Suzy.
Merci beaucoup. Alors, je vois que nous avons une question concernant l'enjeu de mise en réseau des établissements et des équipements scolaires. Sur quel fonctionnement repose cette mise en réseau? Qu'a-t-il fallu faire pour créer ce réseau, pour le faire exister? Alors, l'avantage, c'est que quand on a une cité éducative qui est également dans un dispositif de renouvellement urbain, hein, qui est également qui rentre dans ce cadre-là, c'est que dès le départ, de toute façon, une chose est certaine, c'est qu'il faut dès le démarrage que les équipes renouvellement urbain des collectivités et services État et les équipes services éducatifs des et renouvellement urbain et services éducatifs se mettent autour de la table et discutent de leurs attentes par rapport à ces équipements qu'on veut retoucher, qu'on veut réfléchir. Et dans le cadre du renouvellement urbain, on va faire aussi un diagnostic en fait de tous les équipements qui sont sur le territoire en question pour pouvoir porter et faire du lien entre ces équipements. Et ça va se passer c'est vraiment le projet de renouvellement urbain en fait qui va permettre cette mise en réseau et le lien qui va être réfléchi et qui va être fait entre les différents équipements et la cité éducative. Merci beaucoup, Fleur. Je vois également, j'avais aperçu dans le chat que la personne qui posait la question, notamment la première question avant votre intervention, vous remercie pour les exemples que vous aviez donnés. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Donc, je vous propose que nous enchaînions avec la présentation de David Mathéos Escobar. David, je vous en prie. Bonjour, merci pour votre invitation. Je me présente brièvement afin de situer mon point de vue, puisque je ne suis pas à proprement parler un acteur local des cités éducatives, du moins pas comme on l'entend d'habitude, pas un acteur de la mise en œuvre. Je suis chargé de mission à Cité Ressources, qui est un CRPV, un centre de ressources politiques de la ville, pour la région PACA. Et à ce titre, je suis je fais partie du réseau national des CRPV. Parmi les différents groupes de travail qui existent au sein de ce réseau, il y a un groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail éducation qui m'a désigné pour suivre en observateur les travaux du groupe pilote renouvellement urbain. Par ailleurs, dans mes missions à Cité Ressources, je suis en charge de l'animation régionale de différents temps d'échange adressés aux professionnels du renouvellement urbain, mais aussi des cités éducatives. Donc, à ce titre, on organise des temps d'échange entre pairs et des temps d'échange thématiques, par exemple autour de la mobilisation des familles en juillet. Également, nous venons en appui des cités éducatives lorsque celles-ci nous sollicitent, et ça a été le cas pour les cités éducatives marseillaises dont je vais vous parler à continuation, puisque nous avons accompagné les 3 cités éducatives marseillaises dans la mise en œuvre de groupes de travail qui ont permis de construire les notes d'intention qui ont suivi les candidatures, ainsi que les plans d'action et les protocoles d'évaluation. Donc pour situer mieux mon travail et surtout mon point de vue et le point de vue que je peux avoir sur les cités éducatives. Également un travail continu d'entretien avec les acteurs professionnels qui m'a permis, avec d'autres collègues, d'autres centres de ressources, de contribuer à une publication dont vous allez avoir sans doute dans quelques instants une image, la diapo, donc une publication assez récente qui interroge les coopérations éducatives. Et dans le cas des centres de ressources, diapo suivante s'il vous plaît, une contribution qui interroge concrètement la manière dont ces coopérations se sont dites dans le travail de préparation des plans d'action et des notes d'intention, et dans la manière dont elles commençaient à se mettre en place très concrètement. Donc voilà, c'est une manière de vous rappeler l'existence de cette publication et de vous en donner envie de lire.
Dans la diapo suivante, je vais vous évoquer quelques éléments de cadrage sur la cité éducative Nord, puisque aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de la manière dont se sont tissées ou dont se sont rencontrées les stratégies de la cité éducative Nord et du PRU Castellane-Bricard. Le temps est court, donc je serai sans doute un peu synthétique. La cité éducative Nord fait partie des 3 cités éducatives marseillaises qui font partie de la première vague de cités éducatives. Donc en gros, candidature au printemps-été 2019, une préparation en automne 2019 et jusqu'au printemps 2020. Et actuellement, on est plutôt dans la phase de mise en œuvre. En termes d'organisation territoriale, il n'est pas inintéressant de rappeler que du fait qu'à Marseille, il y ait 3 cités éducatives, l'une donc cité nord, l'autre à Malpas-et-Corot, l'autre en centre-ville, il y a une double organisation du pilotage, un pilotage en 2 niveaux. Au niveau communal, il y a un COPIL qui est constitué non pas par une troïka, mais par un cuator qui réunit l'Éducation nationale, la préfecture des Bouches-du-Rhône, la métropole et la ville, ainsi que d'autres partenaires, et qui définit la stratégie globale pour les 3 cités éducatives marseillaises. Et ensuite, à niveau de chaque cité éducative, il y a des COTEC qui réunissent les représentations techniques du quatuor et qui définit les objectifs spécifiques, la programmation, la coordination des dispositifs et qui animent localement les démarches. Concernant la cité éducative Nord, vous avez sous les yeux une carte pour la situer. Donc, on est là dans entre le 15e et le 16e arrondissement de Marseille, donc plutôt dans les arrondissements du nord de la ville. Cette cité éducative se déploie à l'échelle du QPV Castellane, La Bricard, Landau et Saint-Antoine et recouvre 2 réseaux REP+. Le premier au sud de la carte, avec comme collège chef de file le collège Barnier, et un réseau de 4 maternelles et élémentaires REP et REP+. Au nord de la carte, le collège Triolet qui articule 5 maternelles et 5 élémentaires ou primaires, dont 3 maternelles et élémentaires REP+. Il s'agit d'un site à enjeu urbain fort, notamment puisque d'une part la topographie est très accidentée et le territoire est très morcelé par les infrastructures routières. Je détaillerai un petit peu plus tard les grands éléments de la stratégie de la cité éducative Nord, notamment pour vous donner à voir à quel point les 2 stratégies PRU cité éducative sont tissées. Dans la diapo suivante, quelques éléments de cadrage sur le PRU La Castellane-Bricard, donc une démarche partenariale engagée en 2013 sous le pilotage métropolitain depuis 2017, qui a fait émerger la réussite éducative comme un élément clé de la stratégie d'intervention. On est actuellement en fin de phase pré-opérationnelle et ce que je voudrais mettre le focus sur le fait que la réussite éducative fait partie des 3 grands piliers de la stratégie globale d'intervention de ce PRU, avec ou au même niveau que la sécurisation du quartier et la reconfiguration des îlots ainsi que la diversification du patrimoine. Donc ici, il s'agit vraiment la réussite éducative est un axe stratégique structurel et central du PRU, avec notamment quelques enjeux principaux pour la réussite éducative qui sont le fruit d'un processus dont je parlerai dans quelques instants également. Donc, un enjeu de modernisation et d'adaptation des équipements scolaires basé sur la démolition-reconstruction de l'école Saint-André-la Castellane et également un travail de confortement ou l'objectif de conforter les écoles Barnier-Saint-André et Bricard. Également la construction d'une crèche de 42 berceaux et le déplacement et la réorganisation d'une halte garderie à la Castellane. Dans la diapo suivante, le deuxième enjeu structurant de cette
de cette stratégie de réussite éducative, la mise en réseau des équipements scolaires. Donc, on est dans la même configuration problématique que dans l'étude de cas précédent, à savoir que la mise en réseau apparaît comme un enjeu central dans lequel les cités éducatives peuvent jouer un rôle important. Donc, plus concrètement, des enjeux de mutualisation de locaux et d'action qui peuvent se traduire par une articulation des offres parfois spécialisées de certains établissements ou équipements autour de thématiques, ici dans le cas du PRU Castellane-Bricard, d'une part de thématiques de sensibilisation à l'environnement ou d'excellence en matière environnementale, de sport et de pratiques artistiques, notamment danse et art vivant. Bon, voilà pour les deux gros enjeux de la stratégie de réussite éducative du PRU La Castellane. Vous avez sous les yeux une image qui illustre le réseau d'établissements et d'équipements existants et donc qui donne une idée des enjeux qu'il pourrait avoir à mieux articuler l'offre éducative sur ce territoire fragmenté. Bien entendu, de par sa composition structurelle, des enjeux de mobilité importants qui dépassent largement les ressorts des PRU à proprement parler, des cités éducatives sans doute aussi, et qui donc nécessitent d'intégrer dans les échanges et dans les partenariats les acteurs en charge et compétents des déplacements urbains. On peut arrêter le diapo ici et je vous livrerai juste les principales étapes de la rencontre entre les stratégies de la Cité éducative Nord et du PRU de la Castellane-la Bricarde, avec quelques enjeux clés ou quelques idées clés que j'aimerais bien passer. C'est l'idée que l'articulation de ces deux stratégies repose essentiellement sur les stratégies. Tout simplement parce que le PRU, d'une part, est en phase préopérationnelle, et d'autre part, parce que la Cité éducative Nord ne fait qu'entrer actuellement en phase de mise en œuvre. Donc, ça me permet de souligner aussi qu'il y a deux temporalités très différentes entre la démarche Cité éducative, d'une part, qui est une démarche à court terme pour l'instant, et les enjeux plutôt à moyen long terme des PRU. Il y a eu tout d'abord un diagnostic social qui a été piloté par les équipes du PRU en 2015 et qui a permis de mettre en avant l'importance des enjeux en matière éducative et donc l'enjeu de les aborder de manière globale. Ce diagnostic a été approfondi ensuite en 2019 par une concertation approfondie sur la réussite éducative qui avait donc intégré les enjeux centraux du PRU et qui a donné lieu à des séminaires avec l'ensemble des partenaires, donc aussi bien des partenaires institutionnels et techniques que notamment de l'éducation nationale, avec les enseignants également, et puis également avec des habitants. Cet ensemble cette concertation a été inspirée par une démarche qui a été développée par l'École des hautes études de santé publique, une démarche qui voulait réfléchir à comment fabriquer un urbanisme favorable à la santé. Donc ici, l'enjeu, c'est de dire comment fabriquer un urbanisme favorable à la réussite éducative. Après un travail de définition définition commune de la réussite éducative, celle-ci est apparue se structurer autour de deux aspects. D'une part, l'épanouissement et de l'autre, l'autonomie. Donc, en fait, au printemps-été 2019, lorsque les acteurs de la cité éducative ont formulé une intention pour accompagner leur candidature, ils se sont basés sur les travaux préalables du PRU La Castellane-Bricarde pour proposer une approche complémentaire, moins positionnée sur les aspects urbains et de transformation physique que en complément sur la question de la restructuration ou de comment repenser l'offre éducative. Donc, l'axe central ou le point de rencontre entre ces deux stratégies, c'est la candidature et la note d'intention de la Cité éducative Nord, qui par la suite a ouvert la possibilité à des rencontres
des rencontres à la fois formelles et informelles, notamment l'été 2020, une série de séminaires et d'ateliers préopérationnels co-organisés par la politique de la ville et le renouvellement urbain sur la question de comment produire une école inclusive et innovante, notamment dans la perspective des projets de transformation, surtout à l'école Saint-André-la Castellane, et qui ont donc mobilisé déjà les acteurs des cités éducatives, notamment Cordo Éduc National, Cordoré Plus, chargé de mission, et plus récemment des rencontres formelles et informelles, notamment autour de visites de sites, mais aussi sur le déploiement d'actions éducatives. Donc, je donnerai juste un exemple avant de conclure. Un projet qui s'intitule Mon école demain, qui est financé à 50% contrat de ville et 50% cité éducative en 2020-2021 et qui sera financé à 100% par le contrat de ville métropolitain 2022 sous maîtrise d'œuvre de la compagnie des rêves urbains qui portait sur 3 ateliers de 3 heures dans 3 classes des 3 écoles élémentaires du secteur autour à la fois d'un travail de sensibilisation à l'environnement et aux éco-gestes, mais surtout qui a permis de mener une consultation auprès des élèves sur leur pratique de la cour de récréation en vue d'alimenter le cahier des charges du projet de nouvelle école à Saint-André-la-Castellane. Donc, c'est un exemple de comment ces rencontres de stratégie peuvent prendre corps autour des enjeux de programmation, donc de programmation de la transformation des équipements, et qui peuvent se prolonger par la suite. Une réflexion pour conclure. Il me semble que la manière dont ces 2 stratégies se sont rencontrées soulève l'enjeu de la pérennisation de la démarche de coordination des communautés éducatives que stimule la démarche cité éducative, puisque, comme signalé avant, les temporalités de ces programmes sont assez différents. Et donc, à mon avis, lorsque les acteurs du renouvellement urbain prennent aujourd'hui appui, comme à Marseille, sur les acteurs des cités éducatives, c'est notamment par les opportunités que les cités éducatives offrent en termes de mobilisation des communautés éducatives de manière large et de coordination des échanges. Donc voilà, se pose la question, à mon avis, de comment poursuivre dans ce sens par la pérennisation de ces démarches de coordination, y compris par-delà les temps du programme Cité éducative lui-même. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, David. C'était très intéressant. Moi, ça m'amène une petite réflexion, notamment ce que vous avez dit déjà. Là, votre conclusion sur la fin, ça veut dire qu'on espère vous voir pour l'atelier sur le pilotage des stratégies renouvellement urbain, éducation qui se tient au mois de juin, parce que, à n'en pas douter, Marseille a beaucoup à apporter au discours. Et après, sur les remarques, c'est que ce que je trouve très intéressant, c'est que dans la cité éducative, l'une des attentes fortes, c'est notamment la participation des enfants, des jeunes et également de leurs parents. La question de la participation du public dans la création en fait du projet et dans après le déploiement de celui-ci. Et ce que je pense que, mais là c'est pour les cités éducatives en général et de façon transversale, il y a pas mal à mon avis à récupérer pour les autres thématiques d'intervention forte. Il y en a un certain nombre, il n'y a pas que le renouvellement urbain, dans la cité éducative, il y en a d'autres. Et je pense qu'il y a beaucoup à récupérer de cette participation, parce que là, ce qui m'a marqué dans votre discours comme dans celui de Fleur, c'est la place qui était accordée notamment, on entendait aux enfants, aux jeunes, aux parents, vraiment la recherche, voilà, de faire une place au public en fait qui va utiliser notamment ces installations et puis qui va y vivre dedans. Et c'est vrai que c'est un enjeu qu'on a eu sur notamment l'année 2020 dans toutes les cités éducatives pour réussir à mobiliser en fait les habitants des quartiers dans ces projets de cités éducatives. Donc je trouve que c'est assez intéressant qu'à mon avis il y aurait des liens à faire quelque chose derrière. Après ce que vous dites effectivement sur la pérennisation après du dispositif, c'est un vaste sujet également pour les cités éducatives en général. Donc ce sera assez intéressant de suivre ça dans le futur. Fleur, Alice, est-ce que peut-être vous souhaitez réagir au propos de David, ou est-ce que vous avez des questions peut-être Donc je jette un œil au chat.
Ah, votre micro, Fleur, je pense. Dans le cadre du PRU, est-ce que vous retravaillez également les cartes scolaires? Alors, donc la question de la révision de la carte scolaire apparaît comme un enjeu de la stratégie du PRU, la Castellane, notamment dans cette logique de repenser les bassins de recrutement des différents établissements dont on souhaite que le travail en réseau puisse être renforcé. Donc, je pense que la question ne concerne pas seulement le PRE, mais c'est aussi un enjeu pour les cités éducatives et pour le PRU. Et du coup, je me permets une autre question. Nous, sur les projets du Val-de-Marne, sur les cités éducatives du Val-de-Marne, on s'est rendu compte qu'on arrivait aux limites quand même de la cité éducative quand on commençait à parler collège, le lien, le relais entre le collège et le lycée. C'est-à-dire qu'on arrive à bien travailler sur le premier deux, les groupes primaires, maternelle, primaire, primaire, collège. Et souvent, en fait, les collèges sont vraiment à proximité des écoles impactées par le renouvellement urbain, mais le lien est plus difficile à faire avec les équipes enseignantes du collège, du lycée, pardon, et je voulais avoir votre retour d'expérience. Oui, merci. Alors donc là, ça dépasse l'exemple de la cité éducative Nord et plutôt par rapport au regard que je peux avoir sur les cités éducatives à l'échelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'inclusion dans le partenariat des conseils régionaux apparaît souvent comme un objectif. Autrement dit, il y a une prise de conscience qu'il est important d'inclure les lycées dans cette démarche. De fait, on constate que rarement, voire ce n'est pas le cas encore, les conseils régionaux ont pu rejoindre les partenariats, les troïkas, les comités de pilotage ou techniques. Mais dans tous les cas, dans les intentions, c'est bien le cas. Il y a peut-être des expériences à signaler, et c'est notamment, je ne pourrais pas rentrer trop dans le détail à présent, mais à Port-de-Bouc, il y a une expérience intéressante qui se tisse autour d'un partenariat avec les marins-pompiers et des lycées, je crois 2 lycées, dans lesquels il y a un petit dispositif de sensibilisation aux métiers que sont ceux de la protection civile et qui peuvent créer des passerelles entre les lycées et des formations professionnelles. Merci beaucoup, David. Merci, Fleur. Oui, effectivement, je vais rejoindre David là-dessus. La question, pour le coup, du lycée, c'est un sujet qui se pose à beaucoup de cités éducatives de façon générale, parce qu'effectivement l'échelon départemental est souvent assez, on va dire, que ce soit intuitivement ou en tout cas accessible, on va dire, et s'intègre dans le projet de cité éducative à un niveau plus ou moins fort, bien sûr, mais en général le lien se fait, et puis la présence du collège, son périmètre, voilà, joue. Mais c'est vrai que la question du périmètre du lycée après, enfin de l'intégration notamment des lycées, c'est un sujet également qui revient beaucoup. Alors ça, c'est un peu plus général là-dessus, mais c'est vrai que à l'occasion de la clôture du Printemps des Cités, nous aurons l'occasion d'accueillir les membres du CNOE, notamment le Conseil national d'orientation et de suivi, qui voilà rend notamment des avis, émet des avis plutôt et rend des évaluations, qui commande des évaluations sur la cité éducative. Et c'est vraiment, ils ont rendu un rapport en 2020 qui est donc publié là, qui sera donc expliqué à l'occasion de la clôture du Printemps des Cités éducatives et qui pointe notamment dans les, on va dire, autant le dire, faiblesses vraiment actuelles des projets de cité éducative, cet enjeu en fait du lien après 16 ans en fait. C'est-à-dire que la cité éducative se veut de 0 à 25 ans et clairement il y a une difficulté sur le lien, enfin en tout cas une difficulté, un enjeu à mieux coordonner le passage collège-lycée et à mieux intégrer les lycées et puis à les motiver aussi à intégrer ce projet de cité éducative. Alors après, on a aussi des exemples. Hein. Moi, j'en ai quelques-uns là en tête. Il faut pas que je me trompe en les citant. Mais notamment, je pense à Alonne, je crois, sur lequel le lycée, voilà, est porteur. À Angers également, enfin, sont très intégrés. Il y a bien sûr des exemples positifs, mais voilà, cet enjeu
de l'après 16 ans, le 16-25, est vraiment assez présent aujourd'hui. C'est comment dire, un défi vraiment que la cité éducative et les cités éducatives vont devoir relever dans les mois et les prochaines années. Je ne vois que nous n'avons pas de questions sur le chat. Donc, je vous propose de nous arrêter ici. Ça fait déjà une bonne heure qu'on est ensemble. Je tiens vraiment à vous remercier pour voilà vos présentations et pour cette contextualisation du réseau renouvellement urbain et éducation pour les cités éducatives. Merci beaucoup à tous. Est-ce que peut-être quelqu'un veut un mot de conclusion? Non? Merci pour votre invitation. Merci, oui, Avec merci. plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.